Yes. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je me présente Jérémy Litt. Je suis stratège contenu numérique, marketing numérique pour Reflector Entertainment. Et je suis aussi le président du conseil de diplômés de la faculté de communication de l'UQAM. Alors, qui a pour mission, évidemment, de mettre en valeur les parcours de nos diplômés, de nos chers UQAMiens, UQAMiennes de la faculté de com et évidemment de faire le lien entre les diplômés et la faculté. Alors, je suis en compagnie de quelqu'un de très spécial. En fait, on a étudié ensemble, on est même amis, évidemment. Réalisateur hors pair, qui travaille chez Urbania Media, Xavier Vitov. Bonjour. Salut. Bonjour à tous. Bienvenue à Comme à la maison, qui est une série d'émissions de Facebook Live sur la page des diplômés du CAM, où on parle avec des experts en communication. On va parler de sujets hyper diversifiés. On a parlé la semaine dernière des langues africaines avec Stéphie Rose, Niot. On a parlé d'un tas de sujets. On va parler avec une journaliste dans 2 semaines. On va parler aussi d'entrepreneuriat. Bref, on veut vraiment montrer la diversité des communications parce que c'est très, très large. Et on va aussi parler d'un sujet très large aujourd'hui. On va parler de vidéo. Alors, c'est sûr que la vidéo, c'est un champ assez important en communication et qui devient de plus en plus important. Mais encore plus particulièrement, la création de vidéos pour engager nos communautés. Et évidemment, nos communautés en ligne, sur les médias sociaux, dans un contexte, évidemment, de pandémie. Alors, Xavier, je te fais un petit tour de ton CV, de ton curriculum. Alors, tu as été diplômé en 2015, on est gradués ensemble d'ailleurs, du bac en communication télévision. Tu es un réalisateur de contenu très varié, fiction jeunesse, docu-web, magazine interactif et plein de concepts de vidéo web que tu fais présentement chez Urbania. Et évidemment, de tes compétences en réalisation, des expériences notables en scénarisation, en conception et évidemment à la caméra. Tu as travaillé chez TFO comme réalisateur et chef du contenu jeunesse et tu es actuellement chez Urbania à titre de réalisateur. Alors, re-bienvenue, Xavier. Merci beaucoup. J'aimerais féliciter le nom de l'événement Comme à la maison. J'aime beaucoup ça. Très bon jeu de mots. Bravo. Petit jeu de mots, évidemment. Je vais passer le message. Alors, on va faire un bref retour de ton parcours à l'UQAM. Je pense que quand on va à l'UQAM en communication, c'est marquant, évidemment. Je pense qu'en 3 ans, on en a vécu des choses. Nous, on s'est rencontrés dans le cadre des associations, on a fait des activités ensemble, évidemment. On a fait la fête aussi. On a aussi eu des moments plus difficiles dans nos cours, mais évidemment que l'UQAM reste marqué à vie. Donc, tu as fait un certificat avant de faire ton bac. Est-ce que ce certificat-là, c'est ça qui t'a poussé à vouloir faire ce bac-là? Est-ce que c'est ça est-ce que c'était un tremplin vers le bac? Ben, c'est une bonne question. Je te dirais que dans mon cas, en fait, j'avais jamais pensé être réalisateur dans la vie avant de faire mon certificat. Comment ça s'est passé, c'est qu'avant, moi, j'étudiais en théâtre, puis j'ai toujours cru vouloir être devant la caméra, puis éventuellement, je l'ai essayé un peu, puis c'était pas tant mon truc. Puis c'est en faisant un projet avec des étudiants qui étaient au bac en télévision, comme comédien. Je les ai vus aller derrière la caméra, j'ai vu c'était quoi un peu réalisé, tout ça, puis j'ai fait comme « Oh, ça a l'air le fun ». Fait que j'ai décidé de m'inscrire au certificat avant parce que j'avais zéro expérience qui était valable pour faire un bac en télévision. En fait, c'est ça que je pensais. Fait que je suis allé chercher juste un petit peu de connaissances avant d'appliquer au bac l'année suivante. Ben, c'est comme tu dis, je pense qu'il y a une certaine crainte d'aller en télévision. Évidemment, c'est un programme qui est contingenté, qui est difficile d'accès, en tout cas aux yeux des gens. Moi, je me rappelle, j'étais au cégep d'Abitibi-Témiscamingue, j'ai regardé les programmes, j'ai regardé la télé. Mon Dieu, j'aimerais tellement ça faire ça, mais j'ai pas de compétences. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir des compétences pour faire ce bac-là avant le bac? Ben, pas tant, pour vrai. Vraiment, non, parce que la formation est assez complète. Fait que ça prend pour acquis, tu sais, dès la première session. Dans mon cas, là, je sais que le programme est appelé à un petit peu se transformer au fil des ans, ce qui est tout à fait bien. Mais je sais qu'à mettons, moi, dans mon cas, dès la première session, on avait un cours de photographie qui nous expliquait grosso modo la base de comment capter une image correcte. Fait que même si tu n'avais jamais fait de photo ou jamais touché à une caméra, tu étais tout à fait correct pour suivre le bac d'un point de vue technique. D'un point de vue technique, on te prend par la main pour t'apprendre tout ce que tu as besoin de faire. Tout ce que tu as besoin pour faire ton bac, puis pour ensuite travailler en télévision. Puis la vérité, c'est que de toute manière, tout ce qui est technique, tu t'apprends en le faisant. Genre, ça sert à rien que tu rentres à l'université master en technique
De toute manière, c'est pas ça qui est mis de l'avant dans le bac. Ce qui est mis de l'avant dans le bac, c'est plus la réflexion qui est derrière la télévision. Comment comment faire de la télé intelligente, comment réfléchir à la télévision. Puis c'est là que moi je dis que n'importe qui est intéressé par la culture, par la télé, qui écoute de la télé, qui est un consommateur de télé, peut appliquer en télévision. Tu sais, genre, qu'est-ce qui est important, grosso modo, c'est plus d'être un petit peu curieux et intéressé par le médium plus que d'être bon techniquement pour faire ce bac-là. Donc, est-ce que tu dirais que l'UQAM, c'est vraiment, on dit souvent l'UQAM, c'est la pratique versus la théorie. Est-ce que tu as trouvé, est-ce que c'est vraiment ça finalement? Est-ce que c'est plus pratique que théorique? Ben, je pense que qu'est-ce qui fait la force du programme, c'est clairement les cours pratiques. Là. Je veux dire, c'est ça que les gens veulent faire. Puis à l'UQAM, bon, mettons en télévision, on a un studio qui est complet avec caméra, régie, tout ce qu'il faut. Fait que c'est sûr que ça, c'est quand même le fun de pouvoir jouer avec des outils professionnels dans le cadre de ses études. Après, je pense que moi, personnellement, je suis quand même un ardent défendeur de la théorie aussi. Bien, évidemment. Fait que je te dirais qu'il y avait un bel équilibre entre les deux. Ouais. Et après, comme tout programme, il y a toujours place à l'amélioration. Mais c'était assez, oui, c'est assez hands-on. Donc, ça t'a donné les outils nécessaires pour trouver un emploi facilement, j'imagine. Ouais. Puis, tu sais, il y a la formation, mais comme je le dis, c'est toutes des affaires qui s'apprend en le faisant. Fait après ça, il y a les stages. Puis dans les stages, ça apprend plein de trucs vraiment plus terrain, technique que tu n'as pas nécessairement vu à l'école. Puis après ça, il y a la réalité. Puis dans la réalité, la vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de projets dans lesquels tu vas sortir puis tu vas être genre 100% confortable. Puis je pense que c'est ça qu'il faut. Il ne faut jamais être 100% confortable dans les projets qu'on fait, surtout au début, parce qu'il faut apprendre, en fait. T'sais. Fait que un projet, dans chaque projet, tu apprends un truc, puis tu le transformes dans le projet suivant, puis ça va de suite. Il n'y a pas de recette magique. Si tu veux faire de la création, peu importe le domaine, c'est l'expérience qui t'apprend. Oui, c'est très, très inspirant. Puis je pense que c'est comme ça dans toutes les industries, en communication, dans tous les domaines. Moi, je suis plus du côté marketing, évidemment, même chose. Les stages sont importants, la théorie est importante, mais vraiment, c'est quand tu arrives sur le marché du travail et tu as les deux mains dedans, c'est là que les apprentissages, en tout cas, c'est là que tu apprends le plus. Oui, puis en vidéo, il y a comme quelque chose, il y a quand même des notions de base qui vont tout le temps être vraies. Comment construire une histoire. Je veux dire, ça n'a pas tant évolué depuis l'Antiquité grecque, là, en toute honnêteté. Fait que ça va toujours rester vrai. Mais après, comment toucher des audiences, ça évolue extrêmement rapidement en ce moment. La technologie, elle évolue extrêmement rapidement aussi. Fait que c'est impossible d'être 100% à jour quand tu sors de ta formation. Il va falloir que tu apprennes. Puis, tu sais, mettons, moi, dans le cadre de mon travail chez Urbania, on apprend toutes les semaines, à tous les mois, il y a des nouvelles patentes, l'algorithme Facebook, qu'est-ce qui fonctionne, quel format fonctionne, quel sujet fonctionne, etc. Fait que c'est un apprentissage constant. Tu sais. Ben, tu fais, je pense, un bon pont vers le sujet du jour qui est la vidéo, la création de contenu vidéo. Avant ça, honnêtement, réalisateur, qu'est-ce que ça fait être un réalisateur pour les gens qui, bon, évidemment, ça va être facile à comprendre, mais techniquement, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ben, écoute, pour faire le résumé le plus court, je dirais que genre, le réalisateur, c'est le chef créatif de département créatif. Ça, c'est comme le résumé. Après, peut-être que ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire. Puis, ce serait tout à fait logique, mais dans le fond, la fonction de réalisateur peut vraiment évoluer dépendamment du projet que tu fais. T'sais, si tu fais de la fiction, si tu fais du documentaire, si tu fais du format, plus télé, plus web, la fonction, elle va changer un petit peu. Mais grosso modo, ton rôle principal, c'est de comprendre le message que tu as à communiquer, puis de trouver le meilleur moyen pour le communiquer. Peu importe qu'est-ce que tu as besoin d'utiliser pour ça. Fait que dans mon cas, mes outils, c'est principalement qu'est-ce qui se passe à l'image, bien entendu. Fait que il y a une partie qui est comme plus technique, c'est quoi les plans qu'on va filmer, quel plan j'ai besoin pour raconter mon histoire. Mais il y a aussi une fonction qui est beaucoup plus rattachée au contenu. Fait que qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher quand je suis en interview avec des gens, qu'est-ce que je veux dire avec mon message, qu'est-ce que j'ai besoin pour dire ce message-là. C'est grosso modo, c'est ça. Puis tu vois, la fonction, comme tu l'as dit avant, je faisais du jeunesse. J'ai été réalisateur de jeunesse. Puis, tu vois, dans le cadre de ma fonction, dans le temps, j'écrivais pas de scénario. Je recevais un scénario, puis mon rôle, c'était de le mettre en image, travailler avec les comédiens, comprendre le scénario, savoir c'était quoi mon découpage, c'est quel plan que j'allais utiliser, etc. T'sais. Tandis que chez Urbania, je fais beaucoup plus des capsules web avec du contenu, où le contenu est plus important, du documentaire ou des discussions, des tables rondes, etc. Fait que là, mon rôle, il va être beaucoup plus dans la recherche parfois, dans la création de questions,
Souvent, je lead des entrevues. Quand on ne voit pas de journaliste à l'écran, souvent, c'est moi qui va leader les entrevues, qui a un rôle qui peut se rapprocher un peu plus du journaliste dans ce cadre-là. Donc, si on parle du format, donc la vidéo, si on revient un peu en arrière, les entreprises, les gouvernements, les institutions, comme l'UQAM, par exemple, font de plus en plus de vidéos. Pourquoi on fait de plus en plus de vidéos que de format statique, par exemple? Ben, c'est vraiment simple, c'est que la portée organique des publications vidéo est vraiment plus grande sur les réseaux sociaux. Puis je veux dire, les réseaux sociaux, c'est rendu inévitable pour tout le monde. Je suis sûr que peut-être que les diplômés de l'UQAM ont un site Internet, mais la vérité, c'est que j'en suis pas certain. Parce que moi, mon point de contact avec les diplômés de l'UQAM, c'est la page Facebook, c'est la page LinkedIn, c'est le Instagram. Puis c'est ça le point de contact direct avec tout le monde. Fait que les réseaux sociaux ont vraiment une importance qui est assez primordiale pour toutes les entreprises maintenant. Puis c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que ça permet de connecter facilement avec des gens, ou c'est un peu plus challengeant pour les entreprises ou même pour les particuliers qui veulent devenir des influenceurs. C'est qu'il faut utiliser un petit peu ce que la plateforme va pousser. T'sais. Puis dans le cas, mettons, de Facebook, Facebook va favoriser des vidéos dans son algorithme plutôt qu'une publication statique. Fait que c'est aussi simple que si tu publies une vidéo, plus de monde va la voir dans son feed. Fait qu'il y a plus de chances que les gens la voient. Donc, je pense que tu touches à 1 million de questions présentement parce qu'on a évidemment les codes, la façon, le format de vidéo, il y a une tonne de formats. Présentement, on fait un Facebook Live. Le Facebook Live a ses propres codes. Présentement, il y a 24 personnes qui nous regardent, mais demain, il va y avoir 2000 vues, peut-être 5000 vues de cette vidéo-là. Donc, c'est un contenu. Est-ce que tu penses que de créer de la vidéo permet de développer une meilleure relation avec ton audience? Ouais, je pense que oui. Mettons, le live, c'est un excellent exemple parce que là, c'est une discussion entre toi et moi, mais tu pourrais facilement demander aux gens, est-ce que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bien, tout à fait. Mais j'ai d'ailleurs oublié de demander. Alors, posez vos questions à Xavier si jamais vous avez des questions. Et merci d'être là, chère audience. Fait que tu vois, déjà, là, c'est plus engageant parce que tu invites les gens à interagir avec ta publication. Voilà. Ensuite de ça, il y a quelque chose qui se rapproche de la discussion dans une vidéo. Fait que quand tu entends quelqu'un parler, on dirait que tu as automatiquement envie de lui répondre. Puis tu peux le remarquer dans les commentaires ou dans l'engagement des communautés. Fait que oui, je pense qu'il y a un côté qui est plus interactif dans la vidéo en général. C'est encore plus vrai dans le live, bien entendu. On peut même parler du commentaire de Nathan B. Foisy qui a dit « T'es tellement beau et brillant, Xavier Christophe. » Alors on le salue. On remercie Nathan pour ses beaux commentaires. C'est un de mes plus grands fans. C'est parfait. C'est comme ça commence la notoriété. Oui, c'est ça, exact. C'est un directeur photo qui est aussi un finissant de l'UQAM en cinéma. On le salue. Salut. Et il travaille chez Urbania? Il ne travaille pas chez Urbania, mais je l'engage souvent. C'est un de mes directeurs photo préférés. Donc, souvent, c'est clair que dans le milieu, on engage souvent aussi des gens freelance, comme on appelle, travailleurs indépendants, autonomes. J'ai eu la chance de travailler avec plusieurs personnes en vidéo, puis honnêtement, c'est toujours mes meilleurs projets, là, honnêtement. À CIE de Montréal, on faisait des lives dans l'aquarium, c'était super intéressant, on recevait plein de monde, on avait réussi à faire des setups qui étaient incroyables. Ça avait été vu par des milliers de personnes, donc c'est toujours intéressant. Donc, plusieurs entreprises veulent s'y mettre, évidemment. C'est rendu un impératif aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on fait de la vidéo, ce n'est pas nouveau. Mais maintenant, pour se démarquer, pour se démarquer, il faut créer de la vidéo. Cependant, saturation. Facebook, que de la vidéo. Instagram, même chose. Comment on fait pour se démarquer? Je sais qu'il n'y a pas de recette magique, mais comment on fait? S'il y avait une recette, il n'y aurait que des vidéos viraux, là. Mais c'est sûr que moi, je dis tout le temps que la première chose à faire, c'est d'utiliser les outils qui sont à la disposition au sein des plateformes. Fait que, dépendamment de la plateforme qu'on va utiliser, on va essayer d'optimiser nos vidéos pour qu'elles fonctionnent bien sur cette plateforme. Fait que, admettons, je prends l'exemple de Facebook. Facebook, tu peux publier des vidéos horizontales ou verticales. Oui. Mais on sait que la majorité des consommateurs de Facebook, ça se passe maintenant par le cellulaire. Les gens consomment beaucoup plus Facebook sur cellulaire que sur desktop. Fait que la réflexion facile à faire, c'est si je veux que les gens écoutent mon vidéo, il vaut mieux que je fasse une vidéo verticale que horizontale. Ça, c'est la première réflexion. Mais ensuite de ça, vertical, il y a deux formats que Facebook prend. Il y a le 9/16 et il y a le 4/5. Fait que là, lequel des deux prendre? Mais là, Facebook dit très, très peu de choses sur son algorithme. Ils sont assez opaques là-dessus. Mais quand ils nous disent de l'information, c'est parce que, bien entendu,
ils veulent qu'on change certains comportements parce que c'est payant pour eux. Puis une des informations qu'ils nous ont partagées cette année, c'est qu'ils favorisaient dans l'algorithme des vidéos en 4:5. Les vidéos en 9:16 qui sont un peu plus longues, ils ne les partagent pas. La raison, elle est super simple. C'est qu'une vidéo en 4:5 dans ton feed, tu vas pouvoir l'avoir au complet tout de suite, peu importe la longueur de ton écran, tandis qu'un 9:16, il faut que tu cliques dessus. Puis ça, pour le pre-roll, pour la publicité, c'est pas bon. Fait que Facebook veulent que les gens investissent en publicité. Donc, ils vont favoriser une vidéo, un format de vidéo qui optimise la publicité. Donc, le 4:5. Donc, on fait beaucoup de 4:5. Tout à fait. Et le pre-roll pour les gens qui nous regardent, c'est vraiment les publicités qu'on voit au début des vidéos ou en milieu de vidéo. Donc, vous avez une publicité d'une compagnie, de quelqu'un, où ça l'apparaît. Donc, c'est exactement ça. Donc, ça, c'est justement ça, c'est des. Ce que tu dis, Xavier, c'est vraiment des détails. Ouais. Ça prend une expertise pour réussir à comprendre ça, mais c'est vraiment ça qui va faire le succès de ta vidéo. Parce que ça peut aller gagner peut-être 2 fois plus de vues au final. Ben, au bout du compte, je pense tout le temps que c'est le contenu qui est le plus important. Là, tout à fait. Que le contenu. Non, mais c'est juste des choses que si tu sais que ça peut t'aider, c'est gratuit. Ben, c'est ça. Moi, c'est souvent ce que je dis dans mes projets web, c'est souvent faisons une checklist. Une liste avec tout ça, là, les formats. Puis quand on réussit à cocher la majorité des critères, ben, on favorise notre vidéo. Évidemment, le contenu peut être pas bon et ne pas fonctionner même en cochant toutes les cases. Et ça, c'est aussi une autre question par rapport à la qualité, parce que les entreprises, bon, tu viens de dire, il y a un nouveau format. On a du 4:16, on a du 16:9, peu importe, du vertical, d'horizontal. Quand on décline, ça coûte cher. C'est pas si facile que ça. Filmer en vertical, filmer en horizontal. Souvent, on trouve des façons de bien remodeler notre vidéo. Mais ça commence à faire beaucoup. Comment est-ce que tu as des conseils à donner à des entreprises peu importe organismes, qui veulent se lancer dans la vidéo? Écoutez, c'est sûr que rapidement, ça devient compliqué de faire la vidéo, mais en même temps, si on regarde tous les influenceurs, les YouTubers qui se démarquent en ce moment, souvent, ils font ça de leur salon avec une bonne webcam puis un bon micro, une bonne caméra et un bon micro. Fait que je recommanderais comme n'importe quoi, si tu veux refaire ton plancher aujourd'hui, tu vas checker une vidéo sur YouTube, tu vas te lancer en vidéo, tu vas checker une vidéo sur YouTube. Puis tu trouves juste le minimum d'équipement que tu as besoin, le bon micro, la bonne caméra abordable, juste pour avoir au moins une qualité qui se peut, parce qu'il y a quand même beaucoup d'offres en ce moment. Fait que si ton image est dégueulasse, je pense que c'est un petit peu se tirer dans les pieds. Encore pour le live, les gens acceptent tout le temps une qualité qui est plus basse parce que c'est juste correct, c'est accepté. Mais tu vas chercher juste un minimum d'équipement, puis après ça, des logiciels de montage de base, il y en a plein, il y en a des gratuits. Tu sais, iMovie là, sur Mac, ça vient gratuitement avec ton Mac, puis honnêtement, avant que tu aies besoin de plus, ça peut prendre du temps. Tu sais. Fait que il n'y a pas de recette magique. Si tu veux te lancer en vidéo, tu regardes 2-3 tutoriels puis t'essayes. J'ai l'impression aussi qu'on parle de qualité. J'ai l'impression que sur Facebook ou sur les médias sociaux en général, il n'y a pas vraiment de. La majorité du contenu est assez peu de qualité, disons, ou est très viral, des compilations. C'est souvent comment qu'on fait pour vraiment les mettre de l'avant? Tu sais, sur Urbania, comment vous faites? Là, vous êtes démarqué, là, vous avez des milliers d'abonnés. Comment vous avez fait pour montrer vos vidéos au plus de gens possible? C'est quand même vraiment une excellente question parce que tu vois, notre stratégie, elle a changé, mettons, pendant la pandémie, comparé à avant. Puis je vois d'ailleurs qu'on a une question de Karine qui parle du meilleur timing. Puis je vais rebondir là-dessus en répondant à ta question. Donc, elle demande est-ce qu'il y a un meilleur timing, c'est quoi le meilleur moment pour poster une vidéo sur les réseaux sociaux. Puis, tu vois, ça, c'est une excellente question parce que nous, mettons, avant la pandémie, on peut regarder les habitudes de nos abonnés. Fait qu'on voyait très clairement, avant la pandémie, les gens se connectaient le matin avant d'aller au travail, sur l'heure du midi et le soir en rentrant. C'est comme, puis ça, je vous dis, c'est pas trop un secret, c'est grosso modo ça pour à peu près tout le monde. C'est comme le standard. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que nos publications qui sont un peu plus, qui nous prennent un peu plus d'amour, comme les vidéos, qui sont toujours plus chères à produire qu'un article, on va souvent les publier dans ces plages horaires-là pour essayer de toucher un maximum de gens. C'est vraiment logique comme ça. Mais tu vois, pendant la pandémie, on s'est rendu compte que les gens, ils travaillaient de la maison ou ils avaient perdu leur emploi parfois. Mais bref, il y avait beaucoup plus de monde qui travaillait de la maison et qui était connecté sur Facebook à toute heure du jour. Puis nous, on a vraiment changé nos heures de publication de vidéos à cause de ça, pour essayer d'aller toucher ces gens-là aussi puis d'aller les accrocher à des heures différentes.
Fait que je dirais, pour répondre à Karine, d'habitude, les meilleures, après, ça dépend des habitudes de tes consommateurs, mais le standard, ça serait matin, midi, soir. Mais c'est toujours bon d'aller chercher les statistiques sur ces médias sociaux pour regarder quand les gens se connectent puis de miser dans cette plage-là. Ça fait chaque industrie est différente. Selon l'audience, si on parle justement d'un public plus jeunesse, on parle à un large public, c'est sûr. Moi, dans le passé, mes communautés étaient soit des très, très jeunes de 15 ans, ou là, présentement, je suis dans le milieu du divertissement, donc les gens sont un peu plus connectés. Donc, la plupart du jour, il faut analyser le data, les données. On est là aujourd'hui. Il y a des data analystes qui sont engagés. Maintenant, c'est rendu un métier d'analyser le contenu. Donc, c'est vraiment super intéressant. On parle de pandémie. Urbania, j'ai l'impression que vous n'êtes pas confinés. Urbania ne s'est pas confiné. Urbania était sur le terrain, faisait des entrevues avec des gens dans la rue, évidemment en respectant le 2 mètres. Alors, quelle a été votre stratégie le lendemain? On est le 13, on est comme... les gens sont à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout d'abord, je tiens à rassurer les gens. Il n'y a personne qui tombe malade dans l'équipe. Fait qu'on a bien fait ça. Puis on s'est fait tester. Fait que là-dessus, on a été tous bien corrects. Mais oui, en effet, on n'a pas été confinés très longtemps. En fait, moi, j'ai travaillé une journée de la maison. Puis le lendemain, on m'a dit, Xavier, on va avoir besoin d'un réal sur le terrain. Rentre au bureau. Fait qu'on était une très petite équipe, par contre. Normalement, on est presque une 50aine d'employés dans les bureaux, tandis que là, on était 6. Fait qu'on s'entend que c'était quand même relativement facile de maintenir une distanciation sociale. Fait que comment on a fait, c'est très simple. Il y avait 2 journalistes qui étaient là en tout temps, moi, réalisateur, puis ensuite de ça, c'était mes 2 boss, là. Mais puis la rédactrice en chef. Mais tout ça pour dire qu'on était une petite cellule au bureau. Puis très, très rapidement, on a vu que la majorité des médias, au début de la crise, ça s'est modifié par la suite, mais en début de crise, tout le monde était un petit peu frileux à l'idée de sortir pour des raisons tout à fait légitimes. On ne comprenait pas trop c'était quoi la patente, puis il faut écouter les recommandations. Mais nous, grosso modo, dès qu'on a vu le statut qu'on était un commerce essentiel, on a dit, on va en profiter, puis on va aller sur le terrain là où personne ne va en ce moment. Puis honnêtement, c'était ça la pensée au début. Puis c'est ça qu'on a fait. Fait qu'on a commencé à faire plus du reportage terrain, ce qu'on ne faisait pas du tout avant la pandémie. Fait que la pandémie, elle a permis à beaucoup de gens, dans tous les milieux, pas juste en communication, mais de se transformer. Puis ça a été le cas aussi chez Urbania. Il y avait cette volonté-là de faire plus de contenu journalistique. Je mets des guillemets parce qu'on a toujours quand même un petit edge qui est un petit peu différent. On n'est pas nécessairement... on n'a pas le ton nécessairement propre tout le temps. Là. On essaie toujours de rendre ça un petit peu sympathique, mais on a quand même changé notre approche. Puis là, soudainement, on a mis des journalistes on-cam, alors qu'avant, c'était beaucoup plus des médias où les journalistes n'étaient pas on-cam. Puis tout ça c'était réfléchi, c'est parce que si tu mets un journaliste à la caméra, c'est beaucoup plus facile de partager de l'information rapidement. Fait que nous, ça nous permettait de sauver du temps en montage, mettons. Comme, on fait une petite intro, comme ça, on comprend le contexte. Pas besoin que ça soit super tête dans le montage, genre... Fait que tout de suite, on s'est dit, le but, ça va être de faire le plus de vidéos possible pour accrocher notre audience qui est principalement à la maison en ce moment. Qu'est-ce qu'on n'a pas? On n'a pas de reportage terrain. Personne n'arrive à avoir ces images-là. Nous, on va aller les chercher. Puis, ça a été le premier move qu'on a fait, le plus rapidement possible. Ensuite de ça, on a fait comme tous les autres médias, on a créé plein de formats à distance. Tout le monde a embarqué là-dedans très, très rapidement. Chez Urbania, on a la chance, en parenthèse, c'est quelque chose qu'on avait commencé avant la pandémie avec des séries comme Gros Plan ou Pour vrai, Surhomme. Puis on a créé des nouveaux formats qui se faisaient à distance ou il y a d'autres formats qu'on a transformés pour les faire à distance. Par exemple, Courrier recommandé qui se tourne d'habitude en studio avec 2 invités puis un gros mur. On a créé une version vraiment qui se faisait 100% sur le web. Fait que le gros mur qui est là physiquement, on a créé une genre d'application que les gens pouvaient se connecter puis avoir cette petite interactivité entre les invités quand même. C'est sûr que c'est pas la même chose qu'à dans le studio, mais ça s'y rapproche assez pour au moins on dise que c'est le même concept. Fait qu'on a transformé des concepts, on a créé des concepts à distance, on est retourné sur le terrain. Puis comme à peu près tout le monde, on a aussi vu le retour du live pendant la pandémie. Tout le monde s'est mis au live, soudainement. Sur Instagram, c'était rendu facile de se connecter avec des gens. Facebook a suivi tout de suite après. Et beaucoup de compagnies et de particuliers sont mis à faire des lives. Puis nous aussi, on a commencé à faire des lives. Puis c'est des nouveaux outils qu'on n'utilisait pas avant, qu'on a appris à maîtriser pendant la pandémie. Exactement. On va continuer d'utiliser. Comme l'UQAM aussi, qui fait maintenant ses lives comme à la maison. Voilà. C'est une belle opportunité que les entreprises ont eue, mais les plateformes ont dû aussi s'adapter à la demande aussi des entreprises. Comme tu dis, Instagram avec ses duos,
On a pu voir Arnaud Soli, on a même vu l'émergence de nouveaux talents, de nouveaux humoristes et de futurs comédiens, j'en doute pas. Bref, ça a été quand même des beaux rendez-vous pendant la pandémie. J'ai fait une erreur, Xavier, de réalisateur. Je n'ai pas branché mon ordinateur. Je dois aller chercher mon film. On n'a pas terminé, il nous reste encore 5 minutes, ça va prendre 2 secondes. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions pendant ce temps-là, n'hésitez pas à les écrire, puis je peux y répondre, même s'il n'est pas là, je les vois. Fait que, on vous salue tous. Merci d'être là. Me revoilà. Je voyais la batterie droppée. Les 4%, puis j'étais pas mal stressé, là. T'as fait plus longtemps que moi. Comment? T'as fait plus longtemps que moi, j'aurais fait. Les joies du direct. Bref, voilà. Alors on parlait de vidéos. Donc, tu m'as dit, bon, Facebook Live, des entrevues de terrain. Bon, Pouchon, c'est qui ce Pouchon? John, c'est qui? Est-ce que c'est quelqu'un d'Urbania? Non, c'est un ami personnel. D'accord, ben, on le salue. Ouais. Et d'ailleurs, on salue Mathieu Angélique qui dit bravo à vous deux pour votre discussion et votre carrière. Alors, merci beaucoup, Mathieu, un de mes amis aussi. Bref, alors, on parlait de l'évolution du contenu vidéo. On a parlé de Facebook Live. Les lives sont redevenus un peu à la mode parce que c'était à la mode quand même il y a quelques années, qui permettait justement dans les débuts d'aller chercher beaucoup de monde. Présentement, il y a plusieurs lives, donc c'est un peu plus difficile. C'est un peu la jungle. On a parlé aussi des entrevues de terrain et des concepts que vous avez dû changer. Ouais. Dans tous ces concepts-là, lequel qui s'est démarqué, lequel que vous allez garder, vous allez rejeter? Ben, il y en a beaucoup qu'on va garder. En fait, les reportages, on va continuer d'en faire parce que ça, tu vois, c'est quelque chose que... Il y a vraiment eu une transformation dans la ligne éditoriale un petit peu. Urbania, ça a toujours été un magazine de société avant tout, puis ce l'est encore, ça va le rester. Mais ce penchant qui est plus journalistique, qui est plus près de la nouvelle, toujours avec le edge Urbania, il est beaucoup plus assumé depuis la pandémie, puis c'est quelque chose que je pense qu'on va garder parce que ça a marché. Ça a marché. Nous, c'est quand même... au début de la pandémie, il ne veut pas, comme n'importe quelle entreprise, soudainement, il n'y a plus d'argent qui rentre, il n'y a plus de contrat, tout est annulé. Prendre la décision de faire comme, on va continuer de faire plein de contenu pour engager notre audience, puis ça va être payant plus tard, c'est quand même basique. Fait que, puis ça a marché, on a gagné des abonnés sur Facebook, on a gagné des abonnés sur YouTube, puis tu vois, c'est quelque chose qu'on a fait. On a comme un petit peu changé notre manière de diffuser les vidéos. Au début, normalement, on encourage toujours les gens à aller sur le site en premier. Fait qu'on va toujours publier sur le site en premier, puis 1 semaine ou 2 semaines plus tard, on va publier sur les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, on a juste fait comme, pour l'instant, l'important, c'est pas le site, c'est la communauté. Fait qu'on a privilégié les plateformes Facebook, Instagram en premier, puis ça a été payant. On est allé chercher on a élargi notre audience. Fait que c'était cette stratégie-là, mais tu vois, le reportage, c'est sûr que ça reste. Après, il y a des formats qui sont à distance, qui vont continuer d'être à distance. Il y a des formats, mettons, des formats comme Courrier, on a hâte de retourner en studio pour le faire pour de vrai, mais il y a des formats à distance qu'on va conserver. Je pense qu'on s'est rendu compte pendant la pandémie que faire une entrevue avec un spécialiste sur un sujet chaud d'actualité, souvent, tu n'as pas besoin de te déplacer finalement. Une belle entrevue à distance, ça fait la job. Non, c'est clair. Puis, tu parlais de justement de moments qui ont changé dans la semaine. Est-ce que, mettons, dans une semaine typique, est-ce que vous avez augmenté la cadence de publication? Vous avez produit plus des contenus de qualité? Parce que j'imagine qu'à équipe réduite, ça a été difficile de produire plus, au final. En effet, une des conséquences, malheureusement, c'est qu'on a été obligé de juste temporairement arrêter de collaborer avec beaucoup de collaborateurs qui étaient à l'externe de la compagnie pour privilégier les emplois qui étaient fixes à l'interne. Fait que c'est sûr qu'il y avait moins de monde, fait que je pense que j'ai pas les chiffres en toute honnêteté. Peut-être qu'en termes de publication ultime, on a un peu moins publié, mais honnêtement, je pourrais même pas te le confirmer. Mais chose certaine, peu importe la situation dans laquelle on s'est trouvé, l'engagement de notre communauté a été plus grand. Puis maintenant, on ramène des gens vers le site, puis on se rend compte qu'il y a plus de gens sur notre site après la pandémie qu'avant la pandémie. Donc, c'est pas vraiment les médias sociaux comme... Ce n'est plus un support, mais c'est vraiment un point d'entrée vers votre univers, vers votre média qui est Urbania, vers votre site web. Exact. Fait que, tu vois, je pense qu'on a fait... On a quand même fait moins. Tu peux pas accoter le travail d'autant de gens.
Mais je pense qu'on a fait bien, en tout cas. Fait que ça, je salue toutes les équipes. Bon. Et on a une nouvelle question de Ouda. Donc, peut-on utiliser des extraits de vidéos YouTube dans nos vidéos? Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Bon, les règles de droit d'auteur, là, Ouda, c'est très compliqué. C'est très compliqué, puis il y a des avocats qui sont spécialisés là-dedans, juste là-dedans, dans le droit d'auteur. Mais la réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est tu peux essayer, puis s'ils ne le déclarent pas, tant mieux. Fait que dans tous les cas, je te recommande d'écrire au moins la source. Mais il suffit que la personne d'où tu as pris la vidéo flag la vidéo comme étant venue voler, puis ta vidéo va être retirée de toutes les plateformes. Et ça, c'est bon aussi pour la musique qu'on utilise, souvent pour ça du contenu original ou pour payer les droits d'auteur. Puis maintenant, il y a des plateformes qui s'occupent de ça, là, mais Facebook, surtout Facebook, même YouTube, peuvent facilement, avec leur outil très, très puissant, d'aller de savoir si la musique, je ne sais pas. C'est assez instantané. Ariana Grande, c'est sûr que ça c'est instantané. Fait que la réponse courte, c'est non. Tu peux pas faire ça. Mais il y a des gens qui le font quand même. Fait que je vais te laisser avec juger du niveau de moralité que tu veux user. Mais grosso modo, ça revient à voler le travail des gens. Fait que non. Ouais, c'est ça. Donc, mais c'est tellement flou, c'est là que ça devient complexe. On a tous eu cette question-là. C'est vraiment une question pertinente parce que la vidéo, aussi qu'on publie sur des plateformes justement comme YouTube, là, c'est là que ça devient complexe. Est-ce que la vidéo t'appartient vraiment? Elle appartient à qui ça appartient? Ça, c'est un tout autre sujet, évidemment. Mais très important de s'informer sur les politiques, notamment les termes et conditions de ces plateformes-là. Comme présentement, on est sur Facebook, là, puis on est sur une plateforme tierce qui fait le live. Évidemment, il y a plusieurs exact. Il y a plusieurs paliers à qui appartient cette vidéo. Tout à fait. Mais là, Urbania, là, parce que Urbania, ça fait quand même longtemps que ça existe comme média, c'est très, très, très connu. Dans le futur, est-ce que quand on parle, bon, la pandémie, on n'est pas prêt de s'en sortir, du moins quelques mois encore avant un vaccin. C'est quoi votre vision là, à long terme, là, ou en tout cas à court moyen terme? Ben, je pense que la vision d'Urbania, en général, en fait, le mantra, il change pas, c'est rendre l'ordinaire extraordinaire. Puis ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'appliquer le plus possible dans tous les contenus qu'on fait. Fait que de célébrer un petit peu les extraordinaires du quotidien, c'est un petit peu c'est ça l'ADN d'Urbania, puis c'est ça qu'on essaie de faire. Après, je pense que c'est une compagnie qui, c'est sûr que moi, j'ai pas beaucoup de poids dans les rôles, dans les décisions importantes de la compagnie, mais mettons, mon analyse personnelle, vue de l'interne, c'est que c'est une compagnie qui n'hésite pas à se transformer quand c'est nécessaire, qui n'hésite pas à innover, puis à changer, puis à essayer des trucs. Puis je pense que c'est là-dedans, c'est ça qu'on va continuer de faire, tu sais. Récemment, on a changé notre manière de faire du vidéo, on a réussi à en produire plus avec moins. Je pense que c'est quelque chose qui va rester, puis qu'on va continuer de travailler. Après, Urbania, c'est quand même un média qui est assez large. Là. Comme il y a Urbania, le média, le site Internet, le média imprimé aussi, le magazine qui va revenir là, éventuellement un jour. Ça a été arrêté pendant la pandémie, comme beaucoup de choses, mais bon, bref, ça va revenir. Mais Urbania, c'est aussi une maison de production télé. C'est aussi un studio de contenu de marque dans lequel on va faire beaucoup de contenu en collaboration avec des publicitaires ou enfin bref, tout ça. Fait que je pense que l'idée, c'est de continuer de diversifier ça un petit peu, puis d'être le meilleur qu'on peut dans toutes les situations, tu sais. Ben, vous êtes les meilleurs. Je pense que vous êtes un excellent média qui vient de chez nous. Alors, bref, on a une autre question de Yatika. Alors, on va mettre ça à l'eau, Yatika. Alors, quel logiciel utilisez-vous pour la conception visuelle vidéo? Première question. Ben là, c'est large. J'assume qu'elle parle de montage. Mettons ton préféré, là, ce que tu fais dans ton quotidien. Oui, ben, il y a plusieurs logiciels qui existent, bien entendu, mais nous, on privilégie la suite Adobe. Fait que pour le montage, c'est Premiere, puis pour tout ce qui est plus statique, c'est Photoshop, puis pour ce qui est l'animation, c'est After Effects. Puis à l'UQAM, vous avez accès à quoi pendant la formation? Pas à ça. C'est pas Adobe. Oui, on avait Lightroom, puis mettons Photoshop. Mais à l'UQAM, on apprenait... En fait, moi, j'étais comme dans une période transitoire, fait que je pourrais même pas dire qu'est-ce qu'ils utilisent en ce moment, mais on apprenait plus Avid. Puis on a appris, nous, début Final Cut a arrêté d'exister, on a appris Avid. Fait que
Mais honnêtement, le logiciel n'est pas tant important. En toute honnêteté, là, genre, c'est vraiment, tu apprends à manipuler l'outil, puis ils font tous un petit peu la même job. Fait que moi, je te dirais juste, essaye-en un, s'il te plaît, continue comme ça. Puis la deuxième question, c'est après votre bac en communication, avez-vous fait d'autres formations plus pratiques? Donc, est-ce que tu t'es spécialisé après ton bac? Ouais. Ben, c'est sûr que moi, mon bac était en communication, mais télévision. Fait qu'il y avait le côté qui était quand même assez pratique. Donc, la réponse courte, c'est non. J'ai pas fait d'autres formations à part, mettons, le cours 101 de l'ACTIS qui est obligatoire quand tu es technicien, fait que pour mon stage. Là. Ouais. Mais j'ai pas pris d'autres formations directement en lien avec ma profession. Puis comme je disais en début du live, c'est vraiment je considère que c'est vraiment un métier qui apprend en se faisant. Fait que plus t'en fais, plus t'apprends. Tu grandis ton coffre à outils, puis c'est ça. De projet en projet, t'apprends plus. Puis honnêtement, le seul conseil que je peux donner aux gens qui veulent faire ça dans la vie, c'est commencer tout de suite. T'sais, faites quelque chose, ça sera peut-être pas bon, mais c'est pas grave, ça va devenir bon éventuellement. Puis allez chercher les commentaires des gens. N'hésitez pas à écrire aux gens que vous trouvez qu'ils font une bonne job, demander des conseils, puis mais allez chercher les commentaires des gens, puis soyez à l'écoute de ça. Puis, on salue ta coloc. Bon, salut la coloc en arrière. Donc voilà, ben, même pour les gens qui sont finissants, je pense qu'il y a des ressources aussi sur le web. Il n'y a pas nécessairement des formations universitaires ou d'aller spécialiser sur le terrain. Il y a aussi des formations, juste des vidéos YouTube. Des fois, ça peut vraiment... Ça fait la job. Il y a plein de masterclass aussi. Hein. Il y a plein de masterclass qui existent maintenant que tu peux trouver en ligne. Il y a justement le site Masterclass, mais il y a des sites comme Lynda ou Skillshare, ou en tout cas, bref, il y a plein de vidéos accessibles sur Internet aussi. Donc, elle te remercie. Ça me fait plaisir. Et pour finir, on va parler du succès. Comment on mesure le succès des vidéos? Parce que dans le jargon, on appelle ça en anglais des KPI, des indicateurs de performance. Donc, on peut savoir le nombre de personnes qui nous regardent, la portée des publications, le nombre de personnes qu'on a touchées, touchées dans le sens qu'on apparaît dans les fils d'actualité, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube. On peut regarder aussi la rétention. Alors, pour toi, quel est l'indicateur de performance? Là, ça, c'est un succès. Ça, Ben, c'est sûr que le chiffre qui marque le plus les esprits, c'est tout le temps le nombre de views total. Là, parce que c'est le chiffre qui est accessible à tout le monde. Puis sur Facebook, c'est tout le temps énorme. Hein, c'est tout le temps genre, oh, 30 000 views. C'est bon, 30 000 views. Mais 30 000 views, ça ne veut pas dire que c'est 30 000 personnes qui ont écouté la vidéo. Ça veut juste dire qu'il y a 30 000 personnes qui l'ont reçu dans leur feed puis qui ont peut-être passé... parce qu'en plus, tu as les views 3 secondes puis tu as les views 5-10 secondes. Enfin bref. Fait que des views 3 secondes, grosso modo, ça veut dire que la vidéo est passée dans ton feed. Tu ne l'as pas nécessairement écoutée. Ça, c'est important parce que tout le monde, comment vous utilisez votre cellulaire quand vous êtes sur Facebook, c'est on scroll. Fait que des fois, tu as 1 seconde ou 2 pour attirer l'attention des gens. C'est vraiment important que ton vidéo, dès le début, il y ait un impact qui soit important. Puis tu sais, je vais vous donner un petit truc à ceux qui nous écoutent, qui font de la vidéo. Sur Facebook, souvent, les paramètres de base, il n'y a pas de son dans la vidéo quand elle est dans le fil de nouvelles, dans l'actualité. Fait que toi, chez Urbanu, nous, qu'est-ce qu'on a commencé à faire, c'est sous-titrer en gras sur l'image qu'est-ce qui était dit. Comme ça, même si la personne n'a pas de son, elle peut voir les mots importants dès le début. T'sais. Fait que c'est une des manières d'attirer l'attention très rapidement. Mais tu sais, généralement... Je pense qu'on a une fraction de seconde pour se démarquer. Et exactement. Ça, c'est bon pour n'importe quelle plateforme. C'est ça. Pour répondre à ta question, Jay, je vais y aller. Donc, les views, c'est ça qui marque le plus. Mais pour moi, en tant que réalisateur, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le taux de rétention. Fait que moi, je veux savoir c'est quoi le temps moyen que les gens passent sur la vidéo. T'sais, si je fais une vidéo puis j'ai 30 000 views, mais que là-dedans, il n'y en a pas 50 qui sont rendus à la fin, pour moi, c'est un échec personnel. T'sais. Je veux que les gens écoutent la vidéo jusqu'à la fin ou à peu près. T'sais. Puis ça, tu vois, ça dépend de plateforme en plateforme. Sur YouTube, les gens écoutent les vidéos beaucoup plus longtemps. Parce qu'ils font le choix de s'asseoir devant YouTube pour écouter du contenu vidéo. Alors que sur Facebook, des fois, on leur force un petit peu le contenu vidéo. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un taux de rétention qui est élevé sur Facebook. T'sais. Mais c'est Est-ce que vous êtes sur TikTok maintenant? On a commencé un TikTok. Je ne vais pas te mentir, il n'est pas fantastique encore. Puis c'est un des trucs qui a un petit peu été mis de côté pendant la pandémie, mais c'est sûr que c'est dans les plans. Là. Puis tu vois, TikTok, ça fait quand même... pour les gens de notre génération, c'est comme nouveau, mais dans les faits, moi, je me rappelle juste avant Urbana, je travaillais dans les écoles primaires,
Puis les gens, ils utilisaient déjà TikTok. Ça fait comme 3 ans que les jeunes ils utilisent ça. Non, c'est ça. Ça fait longtemps que TikTok fonctionne. Environ 3 ans. Ouais. Mais je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant, cette plateforme-là. On en reparlera peut-être plus tard si on a encore du temps. On a une question de David Leboeuf. Donc, pour la captation vidéo, quel équipement utilisez-vous? Un bon iPhone ou bien alors un setup de malade avec éclairage, perche, caméra professionnelle et tout? Ben, si j'ai le choix, je vais prendre le setup de malade. C'est sûr. Je veux dire, mon travail, c'est quand même de créer des images qui sont intéressantes à regarder. Donc, c'est sûr que plus tu as des outils intéressants qui te permettent de créer l'image que tu veux, mieux c'est. Donc, si j'ai le choix, c'est sûr, je prends la bonne caméra. Cela dit, un bon iPhone, ça fait vraiment la job pour une bonne partie du contenu qu'on va faire, surtout pour les médias sociaux. T'sais, la compression sur Internet n'est pas top. Fait que des fois, la qualité d'image, c'est pas l'affaire qui est le plus important, c'est vraiment le contenu qui est le plus important avant tout. Fait que si tu as un super bon iPhone, moi, je pense que c'est amplement suffisant pour faire du contenu de qualité. Puis avant d'investir dans une bonne caméra, je te dirais d'investir dans un bon micro parce que c'est souvent le son qui est moins bon dans les téléphones cellulaires. Mais il y a des bons petits micros pas chers qui se vendent sur Amazon pour ça. Donc, merci pour ta réponse et merci David pour la question. Et on a un super commentaire trop cute d'Urbania. Alors, chez Urbania, notre indicateur de performance, c'est Xavier Pita. Merci Urbania. Fin. Bien, clairement qu'un des indicateurs de performance, c'est les talents et les gens qui travaillent derrière la vidéo. Parce que le succès d'une vidéo repose aussi par les talents, par les gens qui l'animent, par les gens qui la réalisent, dont ce que tu fais. Alors, c'est clair que ça fait partie des indicateurs de performance. Par les invités aussi qui participent à nos contenus. Fait que je remercie tous les futures personnes qu'on va approcher. Et on salue aussi Urbania, j'imagine, le spécialiste de communauté qui a écrit ce commentaire-là, parce qu'il y a des gens qui travaillent en ce moment, même si il est rendu 5h42. Hein. Voilà. Je pense que ça fait pas mal le tour. Écoute, ça fait déjà, on a débordé de 11 minutes notre live. On pourrait parler encore longtemps. Je pense que le succès des vidéos repose sur un million de facteurs. Mm-hmm. Oui, la qualité. Oui, justement, la fraction de seconde pour aller chercher l'attention des gens. La plateforme. Comment on fait pour s'adapter à la plateforme. Donc, sur YouTube, les gens consomment différemment la vidéo. Sur Facebook, c'est différent. Sur Instagram, ben, c'était les lives de Carnot Soli le soir, le mercredi. Exact. Donc, tout ça ensemble fait en sorte qu'on peut faire, évidemment, un succès de la création de vidéos. C'est donné à tout le monde peut apprendre. Et toi, tu as appris en partie grâce à l'UQAM. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas notre université, donc la faculté de communication de l'UQAM, ben, c'est l'un des plus importants pôles d'enseignement et de recherche en communication au Canada. On a le département de communication sociale publique. Moi, ce que j'ai fait relations publiques. Il y a l'école des médias. Toi, tu étais dans l'école des médias, notamment en télé. Il y a l'école de langue aussi. On a 12 programmes de baccalauréat, une maîtrise en 7 concentrations, un doctorat, puis une trentaine de majeurs certificats dont tu as fait un certificat à l'UQAM, voilà. Puis des programmes courts. Donc, voilà. C'est assez majeur, puis je pense que ça t'a marqué, n'est-ce pas, à l'UQAM? Écoute, moi, j'ai adoré l'université. J'ai adoré l'UQAM, puis je le recommande chaudement. Puis, un petit mot aussi sur le bureau des diplômés. Donc, on fait ce live-là grâce au bureau. Donc, après, quand vous êtes gratuit, quand vous êtes diplômé, il y a des conseils de diplômés. Donc, on est vraiment là pour créer des opportunités de rencontre. Évidemment, pendant la pandémie, on ne fera pas d'événements, mais on fait ce genre on met en lumière là, vraiment le talent de nos diplômés. Puis, le bureau est vraiment là pour maintenir et cultiver ce lien-là avec tous les diplômés. On a des centaines de milliers, là, donc à travers le monde, être fièrement diplômé. Alors, voilà. Je vous invite tous à porter votre masque. C'est vraiment important maintenant. C'est obligatoire dans les lieux publics. Alors, portez-le. Et merci beaucoup, Xavier. On va te suivre sur Urbania. Allez liker la page, allez et partager ce live-là à tous vos amis en vidéo. Merci beaucoup, Jay. Hey, bye, Xavier. Salut.